Bienvenue sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations, proposé par Andrea Dicane. Transformer pour redonner du sens. Au cœur des organisations. Bonjour à toutes et à tous. Tout ce qui est grand se développe avec passion. Et le succès de toute transformation réside dans un état d'esprit positif. Dans ce podcast, nous plongeons au cœur des organisations, à la rencontre des leaders et managers qui insufflent des transformations audacieuses. Je m'appelle Andrea Dicane, je suis consultante en transformation des organisations. C'est avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des catalyseurs engagés des organisations. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Petronilla Zainoudine, designer des lieux d'apprentissage et experte en créativité appliquée. Petronilla est animée par une conviction profonde. Nous avons tous le potentiel d'être créatifs, quel que soit notre contexte. À travers ses projets et ses interventions, elle aide les organisations et les écoles à révéler et à libérer cette créativité en chacun de nous, en repensant les espaces et les méthodes d'enseignement pour encourager l'innovation. Aujourd'hui, elle nous partage sa philosophie et ses astuces pour cultiver un environnement propice à l'épanouissement créatif. Elle nous donne également les clés pour libérer la créativité et favoriser l'innovation dans les organisations. Préparez-vous à être inspirés. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Petronilla, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode. Et avant de commencer, je souhaiterais dire merci et bonjour à Agnès Perrin-Turenne qui, grâce à qui nous nous sommes rencontrés. Parce qu'on a fait un épisode avec Agnès qui est génial, que je vous invite à aller découvrir si vous ne l'avez pas encore écouté. Comment vas-tu, Petronilla? Très bien. Merci pour l'invitation, Andrea. Je suis ravie d'être là pour pouvoir partager des idées avec tout le monde. C'est parti. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de comprendre, de savoir quel est le fil conducteur de leur parcours, s'il y en a un, bien entendu. Et toi, quel est le tien? C'était rigolo cette question. J'ai longuement réfléchi. C'est quoi une chose qui a un peu dirigé mon parcours, qui est très zigzag, je dirais. Moi, j'ai des origines slovaques. Et j'ai fait, quand j'étais jeune, je suis gauchère d'ailleurs. C'est pour ça mes parents ils m'ont proposé un parcours sur les arts plastiques que j'ai suivi. Mais en Slovaquie, t'as pas forcément une carrière de designer, ça n'existait pas à ce moment-là. Donc c'est soit être artiste, soit autre chose. Et j'ai fait un premier zigzag. J'ai choisi un parcours dans le commerce, donc j'ai fait des études d'école de commerce. Et après, j'ai eu possibilité, grâce à une association d'étudiantes qui s'appelle ISEC, venir en France. Et je pense fil conducteur pour moi, c'est vraiment être curieux, qu'est-ce que ça donne, et après foncer. Donc j'ai fait ces changements comme très bien. Je vais en France pendant 1 an. Après, j'ai décidé que je reste en France parce que j'ai rencontré mon mari ici. Wow. Ensuite, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en créant un studio Good Morning Creativity. Je pense la capacité de se lancer, c'était toujours l'élément clé pour avancer. Et je savais pas forcément où ça va m'amener, mais j'avais jamais trop peur d'essayer. Ah, génial, j'adore. Donc vraiment être curieux, se lancer, essayer et puis voir où cela nous mène. Oui, s'il y a la passion, si le sujet nous tient à cœur, je pense le chemin, on va trouver notre propre chemin. Très bien, très positif en cette manière de voir aussi les choses et je pense de voir la vie de manière... Oui, je pense que c'est important, oui. Très bien. Je voulais comprendre, nous allons parler donc de ce que tu fais aujourd'hui,
On va parler de créativité, d'innovation. Et comment tu as commencé à t'intéresser à l'innovation et plus particulièrement la créativité dans les organisations, dans les écoles? C'est une question intéressante. Il y a des années, il y a une dizaine d'années de ceci, il n'y avait pas forcément encore des programmes de créativité, d'innovation, comme on commence à voir dans les grandes écoles aujourd'hui, heureusement. Donc, je me suis intéressée par la créativité moi-même. En fait, je suis une personne très autodidacte. Et quand j'étais en poste dans un groupe automobile, je me suis rendu compte, c'était en 2018 et on était en pleine crise économique. Et tout le monde commençait à parler de l'innovation, besoin de se réinventer pour survivre. Et j'ai lu un livre d'un expert américain qui s'appelle Gary Hamel, qui a écrit un livre. En anglais, c'est The Future of Management. En français, c'est la fin du management. Et il disait que la manière dont les organisations fonctionnent, il faut complètement la réinventer. On n'a peut-être pas besoin des managers. On peut avoir... Il parlait déjà de l'entreprise libérée, ce qu'on connaît aujourd'hui. La culture de l'apprentissage continu. Disons que les idées peuvent venir de tout le monde. C'est pas uniquement l'équipe R&D, mais aussi la personne à l'accueil qui peut donner des bonnes idées parce qu'elle est la première en contact, en lien avec des clients. Donc ça, c'était assez révolutionnaire en 2008. Oui, c'est ça, 2008, je disais pour la crise financière. Oui, tout à fait. Donc, j'ai commencé à construire des ateliers de co-création, d'idéation sur les sujets variés. En fait, c'était toujours des sujets problématiques des entreprises. Ça peut être la digitalisation, réinventer le management, insuffler ou créer une culture de l'innovation. Donc, à ce moment-là, je commençais à rentrer dans l'innovation. Et un peu plus tard, on s'est rendu compte que lors des projets, les lieux où on a fait ces ateliers, les conférences, c'était les salles de réunion très classiques, pas du tout inspirantes. C'était très difficile à aider aux équipes de se mettre dans un état d'esprit créatif. Donc, on a commencé à réfléchir sur les projets des lieux. Et là où j'ai commencé à m'intéresser aux écoles, parce que le lien, il est assez direct. Si le CEO, il dit l'innovation, elle est stratégique, il y a des équipes qui doivent embarquer tous les collaborateurs dans ces démarches. Et à un moment donné, il faudra recruter les collaborateurs, les nouveaux collaborateurs qui sont créatifs, qui n'ont pas peur d'oser, poser des questions, révolutionner les choses. Mais si on regarde les écoles, on n'enseigne pas ces capacités-là. Donc, j'ai commencé à me poser la question, peut-on enseigner la créativité? Et quand je parle de la créativité, c'est plutôt la pensée créative. Au sens de la pensée, de comment on développe une pensée créative. Tout à fait. Peu importe le sujet et peu importe la situation. Tout à fait. Tout à fait. Quel est le mécanisme? Donc, on a commencé à faire des projets avec Academia, pas spécifiquement pour la créativité, mais largement, beaucoup plus large pour créer des lieux, ce qu'on a appelé les co-learning, inspirés par les co-working, qui sont les lieux un peu hybrides. Vous avez plusieurs zones ou aménagements qui inspirent les élèves, les jeunes à travailler en pair, à travailler en mode projet, à présenter leurs idées sur un podium, avoir un studio photo ou un studio avec des robots. Donc, à ce moment-là, je rentrais plus en plus dans le milieu scolaire, mais j'ai regardé plutôt ce qui se fait, un peu des projets visionnaires. Très bien. Pour se dire, nous, en France, on peut faire la même chose. Ah, génial. Oui, de regarder ce qui se fait ailleurs, ce qui marche et essayer de le dupliquer, en tout cas de s'en inspirer pour le faire en France. Oui. Mais très bien. Mais je trouve ça absolument génial, en fait, de pouvoir se dire comment est-ce que les entreprises peuvent aider, en tout cas mettre en place les conditions nécessaires pour s'assurer que les équipes, les collaborateurs sont libres aussi d'être créatifs, libres de leur pensée. Et donc, ça m'amène à la question de comprendre comment
Comment tu penses que donc le design des lieux, tu as commencé à en parler un petit peu, mais le design des lieux peut, je dirais, contribuer à insuffler une culture de l'innovation et de l'apprentissage? J'utilise toujours la métaphore de la cuisine. J'adore les métaphores et je pense que ça aide à comprendre des sujets complexes. La métaphore de la cuisine. Imaginez, vous avez une maison ou un appartement où votre cuisine est magnifique. Elle est géniale. Elle est équipée. Il y a des ustensiles. Elle est grande ou moyennement grande, mais elle vous donne envie de passer du temps dedans et tester les choses. Donc, à un moment donné, vous trouvez le plaisir à cuisiner des bons petits plats pour votre famille, pour vos enfants. Et ils vous disent « Oh, maman, c'est trop bien en fait ce que tu as fait. » Et à un moment donné, tu as envie d'organiser une fête pour les familles. Donc, tu invites plusieurs personnes. Donc, c'est un autre niveau de complexité. Et tu commences à faire un plat pour 15-20 personnes. Et certains, ils retrouvent la passion pour la cuisine qu'ils se lancent dans un business autour de la cuisine. Donc, c'est la même chose qu'on peut faire dans les écoles et dans les entreprises. Imaginons, on a notre cuisine de créativité, de l'innovation. Ça peut être une salle, ça peut être un plateau, et on a les équipements. On a les lieux qui t'inspirent à faire des choses autrement. Bricoler, construire, visualiser, parler de projets autour des sujets qui comptent. Donc les gens, ils commencent à y venir petit à petit et faire leurs petits projets. Et à un moment donné, les projets plaisent, on en parle, donc on leur propose, est-ce que tu aimerais bien être chef d'un gros projet? Un événement, un parcours d'innovation, un projet de formation autour des compétences d'innovation. Donc la personne se dit, oui, j'aimerais bien. Et petit à petit, le nombre de projets se multiplie et la taille s'agrandit. Et c'est comme ça, on peut insuffler en fait une culture autour de la création, autour de l'innovation en continu. Non, mais super, j'adore cette métaphore de la cuisine. Hein. Ça veut dire c'est petit à petit. Oui. On s'adapte, on regarde, on teste et on grandit dans le projet, dans la cuisine, dans le fait, en termes graduellement aussi en termes de difficultés et en termes d'appréhension et comment on appréhende aussi la situation. Donc là, en l'occurrence, la créativité. Et ce que tu nous dis, c'est qu'elle est à la portée de tous. Tout à fait. Tout à fait. Tout le monde, chaque personne qui a 2 mains, 2 pieds, un cerveau, oui. Si on a envie, et on adore le faire, on adore créer, on adore fabriquer, on adore toucher, créer quelque chose à partir de rien. Moi, j'adore cette approche pour le bien, soit des collaborateurs, pour le bien de l'entreprise, pour le bien des clients ou de la société. Et on le voit aujourd'hui dans pas mal d'entreprises où les lieux sont devenus accueillants avec des espaces ouverts. Où après, il faut avoir les moyens. Il y a aussi ça, il faut avoir les moyens, les budgets qu'il faut. Mais par rapport à quelques années, donc quand on parle 2008 ou les années 2000, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus d'entreprises qui ont compris que un lieu accueillant était important pour les collaborateurs, pour les équipes, se sentir bien et pour les retenir aussi. Je pense que tu confirmes aussi, mais comment on retient nos talents, nos collaborateurs, c'est de faire en sorte qu'ils soient bien dans l'entreprise, là où ils passent quand même, on passe beaucoup de temps en entreprise, donc la moindre des choses, que ce soit vraiment accueillant et qu'on puisse se sentir bien. Je pense que c'est au-delà de l'accueillant, et on l'a vu sur les projets qu'on a menés. Google nous a montré qu'un bureau, il peut nous donner l'impression que c'est pas un bureau. C'est comme un terrain de jeu. C'est presque un mélange entre un club de sport, la maison, un peu de bureau et un laboratoire d'invention.
Donc les entreprises, ils ont déjà fait ce pas et on voit beaucoup de projets d'aménagement qui sont très qualitatifs. De point de vue design et esthétique, c'est très bien fait. Néanmoins, je pense qu'on n'y est pas encore sur les aspects de l'innovation, parce que quand je vois une belle salle qui a un mur végétalisé, c'est beau, mais comment le mur végétalisé va m'aider à réfléchir sur un projet design ou un projet d'innovation. Donc c'est ça les questions que moi je me pose dans les projets, où il faut faire un pas un lieu hybride ou un lieu agréable, mais qui nous aide à changer les manières de fonctionner, de manière de travailler et de manière de faire des projets d'innovation. Non, mais c'est très clair, c'est-à-dire nous avons la pièce, les éléments sont là, mais comment les faire communiquer ensemble, faire en sorte que ce soit vraiment que les équipes aussi puissent en tirer le plus de profit possible, disons, de cette... Très bien. Et donc, on le voit très bien, tu es experte en créativité appliquée. Quelles sont, selon toi, je dirais, les principales barrières à l'innovation dans les entreprises aujourd'hui? Je pense la première, en fait, qu'on doit se lancer dans la démarche, on souhaite développer une culture de l'innovation et de la créativité, il faut qu'il y ait cette direction stratégique. Si la direction ne supporte pas, n'est pas l'ambassadeur de cette nouvelle culture, ça va jamais se réaliser. Quand vous avez ce support de la direction, même les managers et même les équipes, ils peuvent proposer des projets. Ils peuvent dire, moi, j'aimerais bien avoir un Fab Lab. J'ai discuté avec des personnes au sein de SNCF, ils ont un Fab Lab au sein du centre de fabrication et de réinvention des pièces et des wagons. Ça lance en fait une dynamique où vous avez envie, il y a une vraie stratégie. Après, vous avez un projet concret, par exemple d'un lieu, mais il vous faut quelqu'un en fait qui est un peu l'ambassadeur de ce lieu, un animateur qui fait venir des personnes, qui organise des ateliers, qui mène des projets, des événements, des conférences, des formations, et qui fait émerger des projets dans les différents départements. Donc, les barrières, je pense, il n'y en a pas beaucoup. Il suffit d'avoir envie avoir la vision d'une culture de créativité et se lancer avec des projets concrets. Soit ça peut être projet d'apprentissage, soit ça peut être projet de lieu, soit ça peut être projet de l'entrepreneuriat. Et il faut donner du temps aux collaborateurs à pouvoir travailler sur ces projets. Eh bien, merci beaucoup, Petronilla. Effectivement, donner du temps, avoir les bonnes personnes. C'est ce que je comprends de ce que tu dis. Avoir les bonnes personnes, une personne en charge qui a la responsabilité aussi de faire venir la créativité, l'innovation, de donner cette opportunité à tous les collaborateurs et puis se lancer, hein, comme tu l'as dit. Et toi, à ton niveau aussi, comment tu aides les entreprises à surmonter ces obstacles-là dans ton quotidien, dans tes missions? Qu'est-ce que tu mets en place concrètement, si tu as un ou deux exemples en tête? L'un des premiers projets qui était très marquant, c'était le projet de la salle de créativité pour la Station F, qui est le plus grand incubateur de Xavier Niel. Il était assez ouvert en fait à expérimenter et faire. Il nous a donné une salle de 100 mètres carrés. Génial. Faites ce que vous voulez. On avait une liberté totale de proposer. Super. Ça, c'était super. Ouais. Et ça, ce qu'il nous faut, parce que ça nous a permis d'imaginer un parcours au sein de cette salle autour de 3 thématiques: imaginer, designer et faire. Et apparemment, cette salle, elle était tout le contraire de l'architecture globale du bâtiment, qui était très sage, très épurée.
Et la Creativity Room était une salle, moi je dis c'est une maternelle pour les adultes. Beaucoup de couleurs, un gros mur Lego vivant avec des briques, une ludothèque avec des ouvrages sur la créativité, l'innovation, l'espace, la planète, le monde de demain, les BD, donc plein d'éléments différents et divers. Les jeux, toutes les kits de Lego Serious Play, qui est une méthodologie inventée par l'entreprise Lego pour parler des sujets stratégiques. Ces kits sont assez coûteux et pour un facilitateur, c'est vraiment génial de les avoir déjà dans la salle, sur place. J'ai inventé un mur caméléon, ce que j'appelle, qui a plusieurs zones. Une zone d'écriture, une zone pour faire une BD, une zone pour faire avant-après. Il y a des canvas de design, Customer Value Proposition, Business Model Innovation, les canvas en fait qui existent, qui sont inventés plutôt par les consultants américains. Aujourd'hui, les Français aussi, ils se mettent à cet exercice. Il y avait des fournitures, la peinture, les feutres, les jeux. Il y avait un mur des héros, c'est-à-dire des photos de différents Mavericks, les personnes qui font les choses différemment. Et la question, l'idée de ce mur, c'est se demander comment Lady Gaga ou Tintin pourraient résoudre ma problématique. Ah, génial, Il y a excellent. des accessoires de théâtre pour t'aider à te mettre un peu dans un rôle de quelqu'un, un pilote, un pompier, et répondre aux questions avec cet état d'esprit de ce personnage. Donc, je trouve ça très très bien. En plus, c'est des personnages qu'on connaît tous. Absolument, tout le monde les connaît, peut se faire une idée. Et c'est ça l'approche de la créativité. En fait, il faut qu'on triche notre cerveau. Donc moi, je conçois des lieux qui sont un peu... C'est pas très design, mais c'est vraiment des terrains de jeu. Et à la station F, apparemment, le retour a été très positif. Ils ont fait beaucoup de design sprint dans cette salle. Donc ça, c'est quelque chose de très concret où un espace peut déclencher une véritable pratique du design par le faire. On a fait quelque chose de très différent avec Academia et les centres de co-learning et même une école entière, un lycée-collège, où j'ai proposé un parcours dans les salles de classe. Une école, l'architecture est très traditionnelle. On a un accueil, on a une cafétéria, on a des couloirs, salle de prof peut-être, et plein salles de classe qui sont presque identiques dans leur structure et l'aménagement. Donc, pour casser un peu ce code-là, dans l'école A, on a proposé un parcours thématique où chaque salle de classe a sa thématique. Tu peux trouver un lab robotique, un lab média, un petit Fab Lab avec une imprimante 3D, quelques équipements de base, un design café, une salle de sport, une salle de musique, un théâtre avec le podium et encore une fois les fameux accessoires pour se mettre dans une posture. Je fais une impro, je fais un stand-up. Donc, je pioche dans les métiers créatifs et artistiques et je copie, en fait, j'utilise leurs approches pour les injecter dans l'enseignement et dans l'entreprise d'aujourd'hui. Parce que je me suis dit, si vous souhaitez être créatif, pourquoi ne pas le faire comme des créatifs? Oui. Je vous demande pas d'être artiste, mais créer des vidéos pour parler de votre métier, ça c'est génial. Et ça vient de l'industrie de film. L'industrie créative. Voilà. Oui. Visualiser, créer des storyboards pour parler de la problématique, de la stratégie. On fait des storyboards. Et ils font des croquis. On leur demande de visualiser. Mais pour faire ça, ils leur font un mur de storyboard.
comme Pixar et Disney, ils utilisent quand ils inventent des nouveaux films et dessins animés. Ah ben, je trouve ça absolument important de le mentionner parce que ça paraît logique. Si on veut créer, il faut aller vers les personnes qui sont là-dedans, qui le font au quotidien et qui en ont fait leur métier. Et donc, je trouve l'approche est vraiment importante et puis aussi impactante parce que on est sûr qu'on y est en prenant les exemples sur l'industrie créative. Oui, on sait que ça fonctionne. Ça fonctionne, exactement. Fonctionne. Et donc, il suffit de regarder c'est quoi les aménagements, c'est quoi les salles de travail que eux ils utilisent. Et en fait, on les démocratise et on apporte ces techniques, mais d'une manière simplifiée dans les industries non créatives. Non, mais en tout cas, bravo. Et puis, je sens la passion que tu as quand tu en parles. Et bravo. Et je me demandais aussi, nous avons parlé de Station F, où là, effectivement, tu avais un grand terrain de jeu. Et je voulais comprendre quels sont les challenges, les défis que tu rencontres aussi chez certains, que ce soit chez tes clients ou certains freins à cela, au fait d'implémenter des méthodes créatives et innovantes. Il y a plusieurs éléments qu'on a pu voir sur les projets. Un premier exemple, c'est par exemple, on propose quelque chose et la réponse est non, c'est trop créatif. C'est trop décalé et ça, on ne peut pas faire. Il y a certaines industries qui sont très conservative. La stratégie, elle est là. Ils veulent être plus innovants, mais dans la pratique quotidienne, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts à avoir ce type de lieu qui va faire une disruption qui n'a rien à voir avec leur branding, leur culture. Avoir un Fab Lab, avoir un Créa Lab, avoir une salle visuelle, faire des mock-ups. Pour eux, ils veulent aller vers l'innovation, mais ils sont pas prêts à faire du travail. Donc ça, c'était l'un des premiers exemples. Deuxième, très souvent, notamment avec les écoles, malheureusement, le budget. On peut se débrouiller. Je peux vous dire, le projet de la Station F qu'on a fait en 2017, c'était le budget frugal. Mais vraiment, je me suis débrouillée presque comme un artiste en faisant de la récup, en faisant le bricolage, en construisant beaucoup de choses moi-même dans le studio. Beaucoup de créations de sur-mesure, les heures de travail qui n'étaient pas forcément payées. Mais c'était parce qu'il y avait la passion, il y avait l'amour. Je vois beaucoup d'écoles aujourd'hui, ils souhaitent créer une salle, créer un lab, mais on parle, même pour une salle de 80-100 mètres carrés, on parle facilement d'un budget de 30 000 €. Pour une école, c'est conséquent. Tout à fait. Et malheureusement, tout a augmenté. Quand je parle avec les artisans, c'est de plus en plus cher. Donc, on aurait besoin peut-être un coup de pouce ou un mécénat ou vraiment des fondations qui pourraient, dans le cas idéal, financer l'aménagement de ce type d'espace et également contribuer au programme pédagogique. Oui. Parce que le troisième blocage ou l'échec qu'on a pu voir, c'est que on aménage la salle, donc on a trouvé des budgets, il y avait la volonté, on l'a fait, génial. Et maintenant, s'il n'y a pas la suite du projet, la suite pédagogique, c'est-à-dire au moins une personne ou une série d'animateurs, soit c'est des collaborateurs de l'entreprise, soit c'est des enseignants qui veillent à l'animer le lieu, et ils veillent à proposer des ateliers régulièrement. Il faut créer une certaine routine. On peut avoir un atelier une fois par semaine, ça suffira pour le lancement. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse.
Donc une équipe qui porte le sujet, qui a la casquette du design créatif au sein de l'équipe. Tout à fait. Et qui porte, qui motive les autres, venez, qui leur explique comment ça fonctionne. Faire un storyboard, c'est très simple. Tu fais des sketchs, c'est pas forcément de l'art. Regarde, dessiner une personne, c'est très facile. C'est des cercles, c'est des lignes, voilà. Tout le monde peut le faire. Donc il faut les aider à avancer pas à pas. Mais si cette brique pédagogique et de l'animation, elle n'est pas présente, le lieu, des fois, il ne fonctionne pas. Et on voit dans certaines entreprises qui ont créé une salle de créativité, qui était faite par l'architecte qui s'est occupé du bâtiment entier. Ces salles, après un certain temps, elles perdent leur utilité. Elles sont plus utilisées parce que, j'en sais rien, on a imaginé une vague au sol. Les gens, à un moment donné, c'est pratique. Qu'est-ce que je fais avec, oui. Qu'est-ce que je fais avec sauf venir m'allonger, faire une sieste. Non, j'en sais rien. Donc, il faut l'argent. Oui. Il faut un projet pédagogique qui va avec le lieu, un projet d'animation. Et il faut pas dire c'est trop créatif pour nous. Oui, il faut pas. Il faut accepter. Exactement. Tester. Commencer par une salle et tester. Même si c'est une salle, par exemple, basée sur la démarche entièrement visuelle, où on fait des croquis, on fait des mind maps, on fait customer journey. C'est très sérieux. Oui, on s'amuse, on utilise les techniques artistiques, mais on parle des sujets sérieux. Sérieux, oui. Donc, accepter d'être disruptif. De tester. En fait, c'est une pure expérimentation. Et de trouver aussi une personne, en tout cas en interne, qui donne l'élan et qui porte le sujet dans la continuité pour faire vivre finalement le projet innovant ou le projet de créativité sur le long terme. Très bien. Merci beaucoup, Petronilla. Et donc, j'ai vu aussi donc, dans ton parcours, tu as beaucoup voyagé, tu as étudié pas mal de modèles d'école ou de lieux, que ce soit en entreprise ou dans des lieux donc, innovantes et créatives à travers le monde. Quelles sont pour toi les méthodes ou pratiques que tu aimerais voir, je dirais, plus largement adoptées en France? Moi, je regarde toujours... J'adore regarder en fait les écoles de demain qui sont presque plus écoles, on peut dire ça comme ça. Je regarde beaucoup des choses qui se font dans les pays nordiques. Par exemple, en Finlande, on a une université qui s'appelle Aalto avec deux A, qui a un campus majestueux. Vous pouvez même faire une visite virtuelle en ligne et voir tous les différents espaces. Et cette université, elle est orientée vers le futur. Donc, ils ont beaucoup d'espaces où vous pouvez faire la recherche. Et vous avez plusieurs académies. Académie des arts et du design, Académie des sciences, Académie de commerce et du business. Et leur approche, c'est vraiment hybridation. Ils mélangent tout cela. Donc, vous avez des zones, des salles qui sont entièrement équipées pour faire les travaux, pour travailler sur les projets. Donc, c'est très orienté mode projet et pour faire des tests. Ils ont une salle où ils testent l'impact des zones, des zones, des vibrations, en fait, du son ou des mouvements, des éléments, ou des drones. C'est très futuriste. Ils sont très orientés recherche. Ah, mais j'irai regarder. Ils sont très orientés recherche et ils travaillent en collaboration avec des entreprises et les chercheurs. D'accord. C'est toujours des équipes pluridisciplinaires. Donc déjà, en tant qu'étudiant, tu découvres ce monde de demain où tout est possible. En fait, on teste, on joue, on essaye et on invente. Et ça, c'est juste magnifique de pouvoir apprendre ça déjà à l'école.
Il y a des exemples d'écoles qui sont à Danemark. Je suis un studio d'architectes qui s'appelle Rosan Bosch, qui font plutôt des écoles primaires, mais ils ont complètement réinventé, et primaire et élémentaire, ils ont complètement réinventé le parcours ou le design en fait des espaces. Donc on parle plus des salles de classe. On a une cave où on peut faire des lectures. On a un stage, on a un podium où on présente ses idées, où on fait le théâtre ou autre chose. On a des coins comme des mini-villages où on travaille en mode projet. Il y a des formes organiques, il y a des couleurs. C'est un lieu qui est très, très joyeux, mais quand même très moderne. Vous avez des écoles qui sont... Un autre exemple qui m'a touchée, c'était aussi en Finlande. Ils avaient des enfants d'immigrants qui parlaient pas forcément finlandais. Au lieu de les basculer tout de suite dans un programme traditionnel, ils les ont proposé des cours des arts plastiques. Et à travers des projets artistiques, les enfants, ils ont appris la langue du pays. Et excellent. au cours d'un an ou deux, ils ont pu être réinsérés dans le cursus scolaire. Donc, c'était une démarche très douce et très inclusive. Donc, encore une fois, l'école avait les zones, les espaces pour ce type d'enseignement. On a des écoles qui mettent enseignement de vie. École de vie, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Oui. Ils font des cours comment repasser des chemises, comment faire un budget du mois, comment se débrouiller. J'ai pas d'argent, j'ai peu de moyens, je peux quand même avoir une approche frugale et trouver une solution. Trouver une solution moi-même. Comment être proactif. Apparemment, en France, cette capacité, elle est presque peu connue. Je suis pas contente avec quelque chose, je vais le critiquer. Oui, là, on est pas mal. Et je vais faire des débats et tout. Mais en fait, au moment où je viens en parler avec le supérieur, avec l'enseignant ou quelqu'un, je viens avec une proposition d'idée. Et pas uniquement... je balance l'idée, après, vous vous débrouillez, il y a une boîte à idées. J'ai jamais compris ce concept. Non, je viens avec une proposition d'idée et je propose, je vais mener ce projet-là. Je serai le pilote. D'accord, donc une approche copilote. Proactif. Absolument. C'est moi, je fais partie de la solution. Je fais pas partie du problème. Excellent. Ça, c'est des choses qu'on peut enseigner, qu'on peut apprendre, être positif. Tu disais trouver sa passion. C'est des choses. Les enfants, ils sortent de l'école et souvent ils savent pas ce qu'ils veulent faire dans le métier, dans la vie. Quel métier ils veulent faire. Bon, ils auront pas un seul métier. En fait, ils auront peut-être 5-10 métiers au cours de la vie. Mais il faut que c'est basé sur leur passion. Donc, faisons des cours sur trouver ta passion à travers des techniques visuelles, manuelles, artistiques, pourquoi pas. Qui permettent d'explorer tout ce que je suis capable de faire et de tester, comme tu disais, tester et puis voir ce qui nous plaît. Et le fameux, le précurseur de l'école de demain aussi, Sir Ken Robinson, qui malheureusement est aujourd'hui, il n'est plus avec nous, mais la fameuse talk TEDx, les écoles, ils tuent la créativité. C'était déjà en 2005. Oui, je l'ai vu, je l'ai écouté. On est en 2024 et nous galérons toujours à ce sujet-là. C'est horrible, c'est triste. Il a créé un livre qui s'appelle les écoles créatives, Creative Schools. Moi, j'ai la version en anglais. Et il propose une école qui n'est plus une école. Il n'y a pas des parcours, il n'y a pas des cursus à suivre. Tu travailles soit en mode projet et tu as comme je ne veux pas dire un catalogue, mais une offre des apprentissages et tu es libre, en fait, le zigzag entre les apprentissages selon tes envies.
selon ton niveau d'engagement. Et aussi, les lieux, les espaces des écoles sont aménagés un peu comme des villages où tu as vraiment des zones, des salles thématiques pour pouvoir travailler sur ces projets différemment. Chaque espace te propose une certaine posture pour le faire. D'accord, en fonction de tes besoins du moment, en fonction de ce que... Donc tu le disais, si je veux travailler en équipe ou seul, en fonction réfléchir. De ton projet. Par exemple, si petit à petit, tu deviens consciente des projets de durabilité, éco-responsabilité, tu peux trouver ton parcours qui est lié à ce projet qui te tient à cœur. Donc, c'est plus, on n'enseigne plus des matières qui sont séparées. Les maths, les sciences, biologie. On fait des projets dans lesquels on peut découvrir toutes ces matières, mais dans un socle commun. Et comme ça, le cerveau, il est capable de retenir toutes ces informations croisées. On appelle ça hybridation des matières. Hybridation. Mais pour un but spécifique, pour un projet que j'ai mis en place, j'ai expérimenté à mon échelle, avec du territoire, avec l'entreprise, des entreprises de ma ville, ou avec les parents, les amis. Et on a pu organiser un événement ou construire quelque chose. Et comme ça, on apprend. Apprendre en faisant, apprendre en jouant. Et à un moment donné, même les élèves deviennent les enseignants. Oui. Dans les thématiques qui les passionnent. Oui, parce qu'ils auront aussi développé pas mal de compétences à laisser libre cours aussi à leur créativité. Ils font des films documentaires, mais avec tout ce qui se fait dans le cinéma. Ils font des journées de tournage, ils font des journées du storyboarding, ils écrivent le scénario, ils interviewent des personnes, ils organisent des visites, des lieux importants. Ils se débrouillent. Oui. C'est incroyable ce que les enfants et les jeunes sont capables de faire si on leur donne les moyens. Les moyens et la possibilité, puis de tester. Et de la confiance aussi, je dirais, de dire... Après, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont réalisé. Justement, ils montrent au monde, soit au sein de l'école même, au sein de leur ville, ce qu'ils ont fait, quel était le changement que leur projet a lancé, un changement positif. Donc, c'est pas aussi compliqué, mais il faut qu'on sorte de notre cadre des programmes, des matières. Parlons des projets, parlons des choses concrètes, mettons l'intelligence de la main au sein de l'apprentissage, c'est-à-dire, c'est pas uniquement l'apprentissage cognitif des informations. Je dois construire, je dois toucher, je dois fabriquer, et comme ça, j'apprends, pas à pas. Excellent. Merci beaucoup. Et tu as déjà donné quelques conseils, mais quels sont les conseils et je dirais astuces, à ton avis, qui pourraient aider nos auditeurs et auditrices à stimuler leur propre créativité dans leur travail au quotidien? Grâce aux années que j'ai passées dans l'univers de la créativité, en fait, je fais presque la recherche sur la créativité parce que ça m'intéresse comment ça fonctionne. Et là, mon objectif, c'est vraiment aider n'importe quelle personne de trouver sa manière de déclencher le cerveau créatif. Ça ne veut pas dire que nous, on est tous artistes ou tout le monde peut être artiste, mais tout le monde a son cerveau créatif. Comme on a notre cerveau logique, et cerveau émotionnel, on a aussi notre cerveau créatif. Il est là, il ou elle est là quelque part. Et pour le réveiller, c'est comme un petit animal en fait qui aime bien jouer, mais il faut créer des bonnes conditions pour le faire. Il y a quelques astuces et tout est lié à l'exploration et le jeu.
Un exemple concret. Qu'on était avec mon mari, en fait, à un moment donné, les samedis, on a commencé à organiser les samedis de découverte. C'est-à-dire, chaque samedi, on a programmé visiter des lieux de Paris ou même en France qu'on ne connaissait jamais. Donc, vous planifiez consciemment le temps que vous investissez et vous allez faire l'exploration. Même l'idée de se perdre dans une ville, c'est génial. Combien de temps ça nous arrive? Et en fait, on le prend d'une manière assez négative. Mon Dieu, je suis perdue, je sens mon application Mon pour GPS. savoir. Non, ne regardez pas GPS. Regardez un petit peu, baladez-vous. Faites à droite, à gauche, oui, à perdez-vous. droite. Exactement. Et observez le monde autour de vous. Donc, c'est vraiment organiser des journées ou des après-midi de découverte. Aller voir les expos. Même, pourquoi ne pas découvrir tous les restaurants du monde. Restaurants thaïlandaises, congolaises, slovaques, différentes polonaises. cuisines. Des cuisines. Donc, c'est vraiment dans la découverte des inconnus, des choses. Une autre chose qui est géniale, c'est aller à la rencontre des gens qui font pas notre métier. Nous, ce qu'on fait, on est expert en innovation, on va dans les événements de l'innovation. Non, il faut aller dans les événements autour de, j'en sais rien, mariage ou l'industrie et traitement des eaux ou expert en marketing et communication visuelle. Donc, aller rencontrer les gens et les métiers où on connaît rien du tout. En fait, on est novice. Et comme ça, notre cerveau, il va voir certaines informations, certaines manières de faire qui sont connues et habituelles dans ce milieu-là. Mais pour nous, c'est complètement novateur. Et il faut juste apporter des petites idées dans votre quotidien, dans votre métier. Et ce que tu dis, c'est très vrai aussi, et même au sein d'une même entreprise, aller voir d'autres services. Ah oui. Déjà là, c'est sur un oui, autre d'aller étage. à un autre étage, à un autre service, comprendre comment l'autre équipe travaille, comment elle appréhende aussi que ce soit les défis, les challenges ou leur manière de travailler. Il y a des projets, ça apporte beaucoup. Il y a des projets, par exemple, comme on peut dire c'est innovant, mais c'est vraiment basique. Des projets comme Vie ma vie. Oui. On permet aux collaborateurs, pendant une journée, passer la journée avec un autre collègue d'un autre département pour se rendre compte comment il travaille, sur quoi il travaille. Ça ouvre les yeux. Ça nous permet de voir le même monde avec un regard neuf et poser des questions. Une autre astuce, c'est avoir le cahier des questions. Déjà, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui ont un cahier. On est tous sur le téléphone. Le téléphone, il est génial. Mais ça n'a rien à voir avec un cahier. Il vous faut toujours des pages sans ligne. Vous le tournez dans un autre sens et vous commencez à dessiner. Vous commencez à faire le chemin visuel de ce que vous voyez, de ce que vous avez entendu pendant la réunion. Vous faites une synthèse des messages clés. Vous n'avez pas besoin de 10 000 notes. Honnêtement, votre cerveau va pas le retenir. Si vous retenez 1, 2, 3 messages, waouh, génial. Déjà très bien. Donc, cherchez des moyens comment réveiller votre cerveau créatif, même prendre une douche au bon moment, faire la vaisselle. Je peux vous dire, une fois, je me suis dit, après une réunion, il faut faire la vaisselle. Parce que ça vous permet de vider, mettre le cerveau en pause, parce que vous faites une activité manuelle. Et tout d'un coup, les idées vont émerger toutes seules, selon les informations et les sujets que vous avez discutés lors de la réunion. Donc, réunion, vaisselle. Réunion, vaisselle. Et je lisais aussi, on disait de d'éplucher les pommes de terre, ça réveille la créativité. Donc, faire la vaisselle, d'éplucher des pommes de terre. Ouais. Et moi, j'ai vécu une expérience aussi assez drôle il y a quelques semaines dans ma ville. Et c'était de fabriquer des épouvantails avec les enfants.
Donc on ramassait, on avait le foin à disposition et avec le foin on habillait pour construire notre épouvantail. C'était juste génial parce que une activité qu'on n'a pas l'habitude de faire et donc là ça donnait, ça réveillait des sens et puis aussi en termes de créativité, oui. C'est ancré dans le cerveau. C'est peut-être une anecdote que tu vas raconter à nouveau à plusieurs reprises. Donc c'est ça le lien avec l'apprentissage et le cerveau humain qui est plastique, qui peut grandir. Il a envie d'apprendre de nouvelles choses. Dès que le cerveau il comprend comment faire, il se met en autopilote. Nous, malheureusement, la majorité du temps, aujourd'hui, on est en autopilote. Oui, aujourd'hui, avec le rythme aussi, puis le téléphone, les shorts. Tout. On est dans la routine. Toutes les applications qui sont à dispo. Ouais, pour le but d'efficacité. Donc, être créatif, honnêtement, c'est très simple. C'est casser votre routine. Si votre routine, c'est prendre le métro du matin, prenez du vélo. Si votre routine, c'est prendre du café le soir ou après déjeuner, j'en sais rien, allez faire une balade de 15 minutes. Si vos réunions sont faites avec une vingtaine de personnes et vous êtes assis, vous dites, je fais réunion avec 5 maximum et debout. Nous allons marcher. Marcher aussi, oui. Très bien. Et donc, on a donné pas mal de conseils. Maintenant, je pensais donc aux entreprises qui ne savent pas où commencer. Par où commencer, par exemple. Est-ce que tu as un ou deux conseils à leur donner parce que parfois, on est confronté à cela. On veut bien le faire, mais on ne sait pas par où commencer. Moi, je dirais commencer avec une salle. Bien sûr, ma démarche, elle touche le lieu physique. Aujourd'hui, les entreprises, ils ont plus en plus de surface disponible parce que beaucoup de collaborateurs, ils font le télétravail. Donc, des fois, ils ont même là un plateau vide. Ils ne savent pas forcément quoi faire avec. Moi, je dis, faites un parcours d'innovation ou un parcours thématique, des salles pratiques. Mais pour commencer, faites une salle. Soit c'est un Créalab, soit c'est une salle Lego, soit c'est une salle autour des paradoxes ou des analogies, biomimétisme. On va choisir une thématique qui est très, très forte au niveau de casser des codes. Et cette salle-là devient le QG des projets d'innovation. On va faire des réunions dedans. Même des fois, c'est des comités d'entreprise qui organisent des réunions dans ces salles-là. Ce qui est assez surprenant. Parce que ça vous plongera déjà dans un nouveau état d'esprit. Et comme tu disais aussi, tromper notre cerveau. Parce que notre cerveau se sent en tout cas trompé dans un nouvel environnement et il va aller au-delà de nos attentes. C'est ça. Donc imaginons tu as un lieu concret et tu commences à venir dans ce lieu régulièrement pour faire un atelier co-design, pour faire une mini-conférence d'inspiration, pour faire tourner une vidéo ou faire un podcast sur un sujet créatif ou d'innovation. Donc, commencez avec un lieu. Faites un parcours d'animation et un parcours pédagogique pour permettre à vos collaborateurs d'acquérir les compétences dont on parlait. Parce que pour moi, je passe beaucoup de temps à faire des recherches sur la créativité parce que ça me passionne. Oui. Une personne lambda, ils n'ont pas forcément, je veux pas dire accès, mais ils n'ont pas investi autant de temps pour découvrir la méthode, les thématiques, les outils qui existent. Donc, il faut quand même leur donner le minimum. Même réaliser un podcast, toi, tu peux savoir, c'est pas juste comme ça. Il faut savoir construire une trame, il faut s'équiper avec le matériel de base, s'entourer des personnes. Il faut savoir faire l'editing
la post-production. Oui, et puis même réfléchir à contenu. c'est la ligne éditoriale. Exactement. Donc, il y a côté conceptuel, il y a côté technique. Donc, tout ça, il faut apprendre. Un minimum qui te permet de te lancer. Parce que c'était ça la base, de se lancer. Mais il faut leur donner des moyens. Il faut leur proposer, OK, on veut faire des cours de vidéo. Par exemple, chez Disneyland Paris, on travaille sur 3 espaces immersifs, dont l'un sera pour les collaborateurs, ce qu'ils appellent les cast members, pour créer des vidéos sur les différents sujets dont ils sont experts. Ils ont plus de 600 métiers chez Disneyland. Oui. Mais il y a certains collaborateurs qui sont déjà experts dans hôtellerie ou dans leur domaine respectif. Exactement, dans leur domaine. Donc, ils souhaitent les mettre en lumière et leur permettre d'être l'expert en fait du terrain, expliquer comment, par exemple, parler aux jeunes enfants quand il y a une situation de conflit ou quelque chose. Et c'est pas les formateurs de Disneyland Paris, c'est des collaborateurs lambda, mais qui étaient identifiés comme experts. Mais un expert, un collaborateur, ils se sont pas forcément à l'aise devant une caméra, refaire une prise, répéter le contenu ou le dire d'une manière pédagogue, claire, donner des exemples. Donc, tout ça, c'est des bases qu'il faut quand même apprendre comment faire une vidéo pédagogique. Donc, on leur donne le matériel, on aménage une salle et on les accompagne dans l'acquisition de ces compétences de base. Ok, très bien. Mais on arrive à la fin de notre interview. Merci pour tous ces échanges, des riches et de ce que je comprends. Il faut aller à la rencontre des personnes qui ne font pas notre métier. Et il y a aussi le cahier des questions, avoir toujours ces questions, ce travail qui permet de réveiller notre cerveau créatif. Et merci en tout cas pour tout ce que tu nous as donné là dans cette interview. Une toute dernière question, c'est comment aujourd'hui on inspire, comment inspirer les leaders, les managers, les éducateurs à libérer la créativité de leurs équipes, des autres, et à développer une culture de l'innovation tout simplement. L'histoire de culture, c'est un gros sujet. Je pense que ça commence toujours avec le directeur ou la personne qui a envie de voir le changement. Si je suis responsable d'équipe, si je suis responsable d'un centre ou d'un projet, je commence avec moi-même. Si je fais pas le travail sur ma routine créative, les techniques que j'utilise, très simple. Au lieu d'écrire, je commence à dessiner. Au lieu de donner des consignes, je commence à écouter. Donc, je pense que c'est celui qui soit le leader. C'est ce qu'on attend d'un leader. Que lui, elle, infuse en fait un changement. Donc, si vous voyez un manager, un directeur, directrice qui est très ouvert aux propositions, projets d'expérimentation, ça me fait toujours penser à la série New Amsterdam. C'est sur le milieu de l'hôpital. Et c'est un nouveau directeur qui arrive et il est génialissime parce que lui, il est là pour tout casser. Il dit, dites-moi ce qui ne fonctionne pas, dites-moi ce qu'on peut faire. Moi, je me débrouille pour avoir des moyens, pour avoir de l'argent, pour vous donner tout ce qu'il faut pour changer le système. Donc moi, je dirais, commencez par vous-même, trouvez votre manière, être créatif dans votre travail, dans votre département, votre équipe, votre division, votre département. Et si vous pouvez le faire avec un lieu physique, moi je pense que ça aide beaucoup, ça accélère les choses. Parce que si on ne change pas l'environnement,
c'est très difficile de changer état d'esprit et des manières de faire. Par exemple, d'autres exemples, c'est excubation. Google, il fait ça tout le temps. Je suis sûre, plein d'autres entreprises. Les équipes qui sont censées innover, ils les excubent, c'est-à-dire ils les font sortir pendant un certain temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, à l'extérieur du bâtiment, à l'extérieur de la politique de l'entreprise, et disent, allez dans le garage de Google et vous pouvez inventer des projets pour demain. Donc ça aussi, c'est une démarche qui fonctionne. Très bien, Petronila. Et donc, je dirais merci beaucoup. Donc, il faut commencer par soi-même et réveiller son cerveau créatif. Et pour toi, alors, quelle est la suite? Comment tes projets, la suite, les projets sur lesquels tu travailles actuellement? Comme je disais au début, mon fil conducteur, c'était la curiosité et envie de foncer. J'embarque sur une nouvelle aventure avec 2 personnes magnifiques, dont Agnès Perrin-Turenne, qui était rencontrée sur le projet d'Academia parce qu'elle était directrice du développement et ensuite présidente déléguée de Tony Parker Academy. Et l'autre personne, c'est Laetitia Eloué, qui était une des DG d'une école des études politiques et également présidente du Club 21e siècle et plein d'autres responsabilités que je connais bien aussi. Avec ces 2 belles personnes et une nouvelle équipe, on se lance dans une aventure d'une entreprise qui va créer des lieux pédagogiques immersifs avec des programmes ou les écoles de demain pour justement développer les compétences qui n'existent pas, comme la créativité, leadership inclusif, leadership par le sport, avoir cette approche hybride où on combine le lieu, la pédagogie innovante et l'animation évolutive sous un projet commun. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ce sera lancé en mois de septembre. Bravo! Donc, il y aura des nouvelles à attendre. Et j'ai très hâte. J'ai hâte aussi de suivre tout ça. Je te remercie beaucoup pour notre échange. Comment on fait pour te joindre, pour te contacter, Petronila? Pour me contacter, pour l'instant, allez sur le site de Good Morning Creativity. Il y a tous mes coordonnées. Très bien. Ou sur LinkedIn, parce que aussi, LinkedIn, tout à fait. Ouais, je suis très réactive. J'adore connecter. J'envoie souvent des invitations aux gens qui ont des métiers passionnés, curieux, un électricien pour les projets spatiaux, des choses comme ça. Et en fait, on échange, on se fait une visio. Moi, j'appelle ça le café curieux. J'ai rien à leur vendre, eux non plus. On se parle de nos métiers, de nos passions, et c'est toujours magnifique. Donc, il faut le faire. Génial. Merci beaucoup, Petronila, et à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir invitée. À bientôt, Petronila. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez nous laisser un commentaire sur LinkedIn ou Instagram et le partager avec votre entourage. Si vous souhaitez sponsoriser le podcast des catalyseurs engagés des organisations ou nous proposer un partenariat, contactez-nous via le formulaire.